Hello YouTube, comment ça va? Aujourd'hui nous sommes le 2 avril et je te tourne ma fameuse vidéo des livres que j'ai lus du coup en mars 2025. Alors sache que j'ai lu moins de livres que le mois précédent parce que j'ai regardé plus de choses. Du coup je pourrais pas vous faire une vidéo comme je fais d'habitude, les livres à part et le reste. Je vais faire une vidéo livre, une vidéo film et sûrement une autre vidéo avec les séries et la musique, qui sera très courte je pense, mais il faudrait que je fasse ça parce que j'ai regardé énormément de films du coup ce mois-ci. Du coup pour ce premier livre, attaquons par le seul manga que j'ai lu ce mois-ci, c'est le Spy Family tome 5. Donc dans la vidéo précédente vous aviez vu que j'avais lu le tome 4, là j'ai lu le tome 5. Je dois dire que il m'a pas laissé un souvenir impérissable, je suis un petit peu passée à côté de celui-là j'ai envie de dire, donc on en apprend plus sur la relation qui se développe entre Anya et Damien Desmond, donc c'est mignonnet, c'est sympa, mais écoutez, ouais pas trop d'intérêt pour moi celui-ci. De toute manière, j'ai toujours bien aimé Spy Family, mais juste j'aime bien. Donc du coup, je pense pas que je vais continuer à les acheter, je pense que je vais les revendre. Et par contre, je vais continuer à regarder l'animé parce que ça m'avait plu et je pense que ça me suffira honnêtement. Donc voilà pour ce premier livre. Ensuite, pour le deuxième livre, j'ai lu Maintenant qu'il fait tout le temps nuit sur toi de Mathias Malzieu. Donc pour ceux qui ne savent pas, Mathias Malzieu, c'est le chanteur du groupe français Dionysos. Il a maintenant une cinquantaine d'années et du coup il écrit aussi, il compose aussi si je dis pas de bêtises. Et du coup le premier livre que j'ai lu de lui c'était quand j'étais adolescente, j'ai lu La mécanique du cœur qui est un de mes premiers romans qui m'a vraiment marqué. Je l'ai gardé depuis, je l'ai beaucoup relu et j'avais jamais lu d'autres livres à lui alors qu'il en a fait quand même pas mal. Du coup j'ai lu celui-ci et il m'a vraiment trop plu. Il est tout petit, vraiment tout fin, il se lit en 1 heure. Et je vous lis le synopsis au 4ème de couverture. Donc Mathias, une trentaine d'années mais une âme d'enfant, vient de perdre sa mère. Sans le géant qu'il rencontre sur le parking de l'hôpital, que serait-il devenu? Giant Jack, docteur en ombrologie, soigne les gens atteints de deuil. Il donne à son protégé une ombre, des livres, la capacité de vivre encore et de rêver malgré la douleur. Mathias Malzieu nous entraîne dans un monde onirique, intimiste et poignant, dans la lignée d'un Lewis Carroll ou d'un Tim Burton. Je suis totalement d'accord avec ce qu'ils ont mis à la fin, sur le 4ème de couverture. C'est vraiment hyper poétique, mais aussi très sombre, et enfin c'est... Je trouve que le sujet de la mort est hyper bien abordé dans ce livre. Ça te touche, mais personnellement, hein, sans me faire éclater en sanglots non plus. Et le personnage de Giant Jack est vraiment intéressant par rapport à... Enfin, dans sa relation avec Mathias, ce qu'il lui apprend, ce qu'il lui donne, tout ça. Enfin bref, moi j'ai vraiment adoré. Je ne peux que vous le conseiller. Ensuite, pour ce 3ème livre, j'ai lu un livre qui est sujet à débat. J'ai lu Jamais plus de Colleen Hoover. Donc Colleen Hoover, c'est une autrice de 45 ans, américaine, qui écrit énormément de romances et qui s'est fait connaître justement avec ce roman. Pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a une adaptation au cinéma qui est sortie il n'y a pas très longtemps, il me semble, enfin en 2024, mais je sais plus quand exactement. Et du coup, les têtes d'affiche sont Blake Lively et Justin Baldoni. Je savais pas trop de quoi ça parlait, enfin je savais que c'était une romance, donc bon, pas trop de surprise là-dessus, mais j'avais vu de partout évidemment sur la toile des livres, si je puis m'exprimer ainsi, que ce roman était sujet à débat parce que Colleen Hoover elle est trop naze, elle écrit trop mal, elle glamourise les violences conjugales, et encore une fois, pourquoi vous faites ça? Alors, remettons l'église au milieu du village. Je trouve que Colleen Hoover, effectivement, dans le style d'une Stephenie Meyer, pour ne citer qu'elle. C'est une écriture qui est très simple, ça se lit très facilement. De toute façon, c'est ce qu'on veut. C'est une romance, on n'est pas là pour se casser la tête, on va dire. Après, oui, il y a des choses qui sont très lissées. C'est-à-dire que c'est une histoire où voilà, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Donc c'est une histoire qui est très lissée dans le sens où enfin, comment expliquer ça sans être maladroite? C'est que des gens beaux, des gens riches, même si voilà, il y a des problèmes à côté. Enfin, Lily, quand elle se prend d'amitié pour sa seule employée qui travaille juste parce que elle est riche et qu'elle s'ennuie. Bon, leur fondement de l'amitié, il est pas très fondé, justement. Enfin, c'est un peu... voilà. Donc ça, je trouve ça un peu dommage. Mais sinon, je ne trouve pas du tout qu'elle glamourise les violences conjugales. Attention, spoiler alert pour ceux qui n'ont pas lu le livre, je vais parler du contenu un peu plus profondément. Et donc oui, moi je trouve que... Enfin déjà, faut savoir que l'autrice, elle était victime de violences conjugales. Je n'arrive plus à me souvenir, pourtant c'est écrit à la fin du livre, enfin je l'ai lu, mais bon, c'était au début du mois, donc je me souviens plus trop. Je sais plus si c'est comme le personnage de Lily au niveau de ses parents, sauf que Lily, après, va le subir en tant que femme, ou si Colleen Hoover l'a subi aussi en tant que femme, je ne sais plus, bref, voilà. Et je sais pas, enfin moi j'ai trouvé ça crédible, dans le sens où, oui, Lily, la première fois que Ryle, aka le red flag ambulant, parce que pardon, mais les mecs dans ce livre sont des red flags ambulants, je trouve que justement ça amène ce truc de, Lily, elle a vécu dans un environnement qui était pas safe, que ce soit par ses parents, même sa relation avec Atlas, c'est un peu bizarre, et elle tombe encore sur un red flag, parce que oui,
Donc oui, elle tombe encore sur un red flag, et quel red flag se règle, et que voilà, tout se passe bien, et qu'un jour, bah, il va lui éclater la tête sur le carrelage, et que justement, on a les pensées de Lily qui se dit « Non, moi j'ai toujours vu ça avec mes parents, et si un jour ça devait m'arriver, je me barre ». Et justement, il y a ce contraste de... Enfin, peut-être qu'il recommencera jamais, peut-être que... Enfin, moi, je trouve que pour le coup, c'est plus recherché que ça, quoi. Et je vois pas en quoi elle glamourise ça. Surtout, bah, quand on connaît la fin. Enfin, au final, non, elle sait que justement, quand elle est enceinte et quand elle accouche, que ça suffit, quoi. Donc je sais pas, écoutez, je sais pas si c'est moi qui interprète mal ou si c'est les autres. Franchement, j'en sais rien. Après, j'ai acheté la suite, comme vous l'avez vu dans un haul, parce que j'avais quand même envie de savoir la suite. Je pense que ça va pas voler bien haut, honnêtement. Mais je me suis dit, comme ça, c'est terminé, et je pense pas que je vais le garder, parce que je pense pas que je le relirai, honnêtement. Donc oui, pas le livre de l'année, mais encore une fois, faut calmer 2 minutes, hein. Je sais pas, prenez un Xanax, faites du sport, faites quelque chose, quoi. Ensuite, un de mes coups de cœur du mois dernier, du coup, j'ai lu La Servante écarlate de Margaret Atwood. Donc Margaret Atwood, c'est une écrivaine canadienne qui a maintenant 85 ans, et son best-seller et La Servante écarlate. Pour ceux qui savent, il y a eu aussi une série qui n'est pas terminée, si je dis pas de bêtises. Je crois même qu'il va y avoir une nouvelle saison bientôt. J'ai jamais regardé la série. J'avais beaucoup entendu parler de La Servante écarlate quand c'était sorti. Ça avait fait beaucoup de tapage, tout ça, mais je m'étais jamais penchée dessus. Donc je vous lis le 4e de couverture. Devant la chute drastique de la fécondité, la République de Gilead, récemment fondée par des fanatiques religieux, a réduit au rang d'esclaves sexuels les quelques femmes encore fertiles. Vêtues de rouge, Defred, servante écarlate parmi d'autres, à qui l'on a ôté jusqu'à son nom, met donc son corps au service de son commandant et de son épouse. Le soir, en regagnant sa chambre à l'austérité monacale, elle songe au temps où les femmes avaient le droit de lire, de travailler. En rejoignant un réseau secret, elle va tout tenter pour recouvrer sa liberté. Paru pour la première fois en 85, La Servante écarlate s'est vendue à des millions d'exemplaires à travers le monde. Devenu un classique de la littérature anglophone, ce roman, qui n'est pas sans évoquer le 1984 de George Orwell, décrit un quotidien glaçant qui n'a jamais semblé aussi proche, nous rappelant combien fragiles sont nos libertés. Et la série adaptée de ce chef-d'œuvre de Margaret Atwood, avec Elizabeth Moss dans le rôle principal, a été unanimement saluée par la critique. Donc voilà, sujet pas très rigolo, on va dire, mais absolument féministe possible et poignant, je trouve. Alors c'est un roman qui va à l'envers. J'utilise mes propres termes, ne m'en voulez pas. Dans le sens où au début, je trouve qu'on est vraiment comme elle, et même si elle sait ce qui s'est passé avant, mais nous, on est vraiment dans dans ce truc hyper anxiogène de... elle va décrire tout ce qu'elle voit autour d'elle, de cette petite chambre avec tous ces éléments, tout ce qui fait que, voilà... elle doit pas attenter à sa vie, de cette fameuse tenue rouge, de ce qu'elle a le droit de faire, ouais, quand elle va penser justement au temps d'avant, on n'arrive pas trop à se situer dans la timeline au début, et en fait, plus l'histoire va avancer, plus ça se décanter, plus on va comprendre. Et je trouve que c'est extrêmement bien écrit. On arrive à sentir les émotions des personnages, on les comprend, on a envie de savoir ce qui se trame au fur et à mesure de l'histoire, et quand vraiment on arrive à la fin, j'ai trouvé ça... vraiment trop bien, écoutez. Je pense que je vais regarder la série pour voir, mais d'abord je veux lire le 2e tome, donc c'est... je sais plus comment ça s'appelle. C'est The Testaments, mais c'est pas le 2e tome, enfin... je sais pas trop comment expliquer, mais ça rejoint, quoi. Donc j'ai vraiment envie de le lire, donc je pense que je vais le lire et après je regarde la série, parce qu'en plus, vous le savez, j'ai 20 millions de séries que je regarde en même temps, donc autant ne pas en ajouter encore une. Mais voilà, enfin moi c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé... c'est vraiment une œuvre que j'ai trouvé géniale. Et surtout si vous êtes une femme, en plus par les temps qui courent, je trouve que c'est encore plus criant de vérité, ça fait beaucoup réfléchir, donc écoutez, si vous ne saviez pas si vous alliez le lire ou pas, moi je vous dis sautez le pas. Ensuite, vous êtes beaucoup à m'avoir parlé de cette série, j'ai donc lu Les 3 petits cochons de Christian Boivin qui sort de la série des contes interdits. Alors, Christian Boivin, je sais pas grand chose sur lui, il est québécois, et il écrit de la fantaisie. Résumé plus que résumé. Mais alors donc déjà, je vous lis le 4e de couverture. 3 individus qui trempent dans le voyeurisme, la pornographie, le cannibalisme et la nécrophilie. Une étudiante menant une vie bien rangée qui se retrouve à la morgue après avoir consommé de la drogue. Un tueur à gages qui revient dans sa ville natale afin d'enterrer sa sœur et qui découvre de troublantes vérités à son sujet. Une rousse excentrique à la libido débridée et dénuée de tout sens moral, capable de pervertir les âmes les plus pures. Découvrez une version contemporaine du conte classique présentant 3 petits cochons bien différents de ceux des films d'animation. Une chose est certaine, vous devrez retenir votre souffle. Ah mais un truc sur Christian Boivin, bah voilà, j'ai juste tourné le livre. Donc il est né en 74, il vit à Québec, ouais, amateur de fantasy, blablabla. Et donc pour un public averti, je pense que vous l'avez compris quand j'ai lu le résumé, j'ai trouvé ce livre sans intérêt. Vraiment, je suis extrêmement déçue. Les 3 petits cochons, ça n'a que le nom. Oui, certes, il y a 3 méchants, on va dire,
mais enfin le livre s'appellerait autrement que Les Trois Petits Cochons, on ferait pas la diff, hein. Franchement, il y a aucunement l'âme du conte dedans. C'est vraiment, ils sont cantonnés à il y a 3 criminels et ils ont des masques de cochons. Point barre. Vraiment, j'ai trouvé que ça n'avait aucun intérêt. On voit très bien, les filles surtout je vous parle, que c'est écrit par un homme, car quand on lit une rousse excentrique à la libido débridée, donc évidemment comme tous les clichés, celle qui a la libido débridée, celle qui a les cheveux rouges ou qui est rousse, mais c'est d'un mauvais goût, vraiment, les scènes, ça parle énormément de sexe déjà, mais vraiment d'une façon d'un œil d'homme. Après certes le personnage principal est un homme, vraiment c'est... J'ai trouvé ça puant, vraiment c'était puant. Et ouais, l'histoire elle a aucun intérêt. Elle a aucun intérêt, les personnages ils ont pas de fond, ils sont... L'histoire elle est... Ouais non franchement, je suis ultra déçue de ce livre. Donc écoutez, j'ai Peter Pan là en attente. L'avantage de cette série c'est que tous les romans sont écrits par des personnes différentes. Du coup bah faut vraiment tous les lire pour voir celui que tu préfères. Mais alors celui-là, mais je le revends direct, vraiment, mais je le prête à personne. J'ai trouvé que c'était une purge. Donc écoutez, moi je conseille pas du tout, ça ne m'a pas du tout plu. Ensuite, j'ai lu d'Anne Brachard, 4 filles et un jean pour toujours. Donc Anne Brachard, c'est une actrice, non, c'est une autrice américaine qui a, je sais plus, qui a 58 ans je crois, et qui est particulièrement connue pour sa série 4 filles et un jean. Si vous avez mon âge et que vous êtes des 90, et que vous aimiez lire déjà à l'époque, à mon avis, vous connaissez la série 4 filles, un jean, il y a eu 4 tomes du coup. Et on suit les aventures de 4 jeunes filles et d'une histoire avec un jean magique. Donc c'est pareil, comme La Mécanique du cœur, les premiers romans que j'ai lus et relus et que j'ai encore dans ma bibliothèque. Et en fait, en faisant des recherches sur d'autres livres, j'ai vu qu'elle avait écrit un autre tome. Mais genre, des années après. Et je suis totalement passée à côté, j'avais pas du tout vu. Donc du coup, évidemment, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai commandé tout de suite. Et donc je vous lis le petit 4ème de couverture, très court. Tibi, Lena, Carmen et Bridget ont grandi. La vie les a éloignés et au-delà de la carrière professionnelle et de leur vie amoureuse, chacune sait que quelque chose leur manque. La proximité qu'elles ont toujours connue ici. Un beau jour enfin, Tibi qui vit en Australie leur envoie des billets d'avion pour organiser des retrouvailles en Grèce. Aucune des 4 amies ne se doute à quel point leur vie en sera bouleversée à jamais. Donc ça pareil, il y a eu 2 films qui ont été faits avec des bonnes actrices en plus. Enfin moi à l'époque je les ai poncés, hein, les films, je pense que je les connais par cœur. Donc du coup j'ai pu imaginer les personnages par rapport aux actrices et j'aime bien faire ça, j'avoue. Je trouve que c'est un peu plus facile pour moi d'imaginer. Et vraiment ce tome j'ai adoré. Je saurais pas quoi dire d'autre, j'ai adoré. Ça reprend tous les codes de sa série d'origine. On retrouve nos 4 personnages qui sont restés les mêmes, même si forcément elles sont un peu différentes, qui ont grandi, qui ont eu d'autres aspirations. On retrouve les codes et les bases des livres d'origine, il y a rien de maladroit, tout est bien repris, je trouve que tout est crédible. Tout va ensemble. Et attention, spoiler alert, si vous comptez lire le livre, vraiment ne regardez pas, sinon ça vous gâche tout. Ça m'a brisé le cœur, vraiment, je m'y attendais pas du tout. Quand on voit que voilà, c'est vachement représentatif des humains quoi, que voilà, on est tous amis pendant l'enfance, après l'adolescence, même la fac, on essaie de garder contact et arriver à l'âge adulte, on arrive moins à se voir, et du coup Tibi veut réunir tout le monde, et... mais pas une seconde, je me suis dit elle va la tuer, mais pas une seconde. Et quand j'ai vu ça, quand j'ai lu ça, ça m'a fait si mal au cœur. Et d'un autre côté, je trouve qu'on se doute vite du coup qu'elle était malade. Ça ne ressemble pas du tout au personnage de Tibi de sauter la vie, même si on sait pas trop ce qui s'est passé dans sa vie. Et je me suis dit tout de suite, je ne pense pas qu'elle va commencer à écrire du polar, donc bon voilà. Je suis vite venue à la déduction qu'elle devait être malade. Mais j'ai adoré les chapitres de Bridget, qui n'est pour autant ma personnage préférée, enfin mes 2 préférés sont Carmen et Lena. Surtout Lena, mais vraiment les passages de Bridget et Bailey, du coup la fille de Tibi, ça aussi, la référence à Bailey, horrible, mais bon voilà, c'est émouvant. Les passages avec elle sont hyper émouvants, j'ai vraiment adoré, et enfin Lena et Costos finissent ensemble, enfin, après toutes ces années, j'attendais que ça. Et ouais, vraiment ça a été un plaisir de retrouver cette histoire-là. Je trouve que la fin est un peu tirée par les cheveux, par contre on va pas se mentir, le fait que Tibi ait tout prévu, qu'elle ait acheté un terrain, je crois que c'est un terrain avec une ferme et un bungalow et un machin pour qu'ils vivent tous là, même s'ils savent qu'ils vont pas rester à toute leur vie, machin, bon... Ok, mais vraiment j'ai adoré. Si vous aviez lu la saga étant plus jeune ou même plus âgé, peu importe, si vous aviez lu la saga et que vous aviez aimé et que vous n'avez pas lu celui-là, mais allez-y, lisez-le, vous ne serez pas déçus. Ensuite, pour le prochain livre que j'ai lu, je ne l'ai pas en physique parce qu'on me l'avait prêté, donc je l'ai rendu. Maintenant j'essaie de rendre mes livres en temps et en heure.
J'ai lu Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi. Donc Virginie Grimaldi, c'est une romancière française qui a 47 ans et qui vit en Gironde. C'est une romancière quand même à succès et qui a écrit plusieurs best-sellers. Je vous lis le résumé de ce livre. Anna, 37 ans, croule sous le travail et les relances des huissiers. Ses filles, elle ne fait que les croiser au petit déjeuner. Sa vie défile et elle l'observe depuis la bulle dans laquelle elle s'est enfermée. À 17 ans, Chloé a des rêves plein la tête mais a choisi d'y renoncer pour aider sa mère. Elle cherche de l'affection auprès des garçons mais cela ne dure jamais. Comme le carrosse de Cendrillon, il se transforme après l'amour. Lily, du haut de ses 12 ans, n'aime pas trop les gens. Elle préfère son rat à qui elle a donné le nom de son père parce qu'il a quitté le navire. Le jour où elle se rend compte que ses filles vont mal, Anna prend une décision folle. Elle les embarque pour un périple en camping-car, direction la Scandinavie. Si on ne peut revenir en arrière, on peut choisir un autre chemin. Anna, Chloé, Lily, 3 femmes, 3 générations, 3 voix qui se répondent, une merveille d'humour, d'amour et d'humanité. Ce livre m'a bouleversée. C'est très rare que je pleure sur un livre, mais alors celui-ci, il m'a retournée. J'ai adoré la plume de Virginie Grimaldi. J'ai trouvé l'histoire tellement criante de vérité, tellement poignante, de cette mère de famille absolument sous l'eau qui ne sait plus quoi faire de ses dettes, et le fait qu'on vive une histoire à travers ces 3 personnages, donc comme le 4e de couverture le précise, donc 3 femmes, 3 générations différentes. C'est écrit en plus sous des formes différentes, dans le sens où la petite va écrire à travers son journal intime qu'elle va en plus appeler Marcel, ce que je trouve hilarant, et vraiment va écrire comme une enfant. Ensuite on a Chloé qui va, donc celle qui a 17 ans, qui va parler via l'intermédiaire d'un blog, et du coup Anna, la mère de famille, qui va être la narratrice principale. On a vraiment 3 personnages, 3 caractères différents, 3 façons de voir les choses, et c'est si émouvant, c'est... Oh. Elles vont rencontrer des gens évidemment sur leur chemin pour aller jusqu'en Scandinavie. On va apprendre plein de choses au fil du roman aussi, et ouais vraiment C'était mon premier Virginie Grimaldi, j'ai adoré. Et du coup vous avez vu dans mon haul, j'en ai commandé un 2e tellement j'ai aimé, parce que du coup j'ai vraiment hâte de lire les autres romans qu'elle a écrits. Vraiment, j'ai trouvé que c'était hyper... En plus vraiment je l'ai bouffé quoi, je l'ai lu. Je l'ai ouvert, je l'ai fermé. Vraiment il n'y a pas eu de... voilà. Mais vraiment je vous conseille, si vous n'avez pas encore lu Virginie Grimaldi, en tout cas celui-là pour moi c'est un grand oui. Enfin pour ce dernier livre, c'est un livre que j'ai abandonné. Ça a été mon échec du mois de mars. J'ai tenté du coup de lire Le Parfum de Patrick Süskind. Alors, avant de me hurler dessus, j'ai essayé, je vous jure j'ai essayé. Il est petit hein, il est resté 3 semaines. 3 semaines. J'ai pas accroché. Alors autant j'ai vu le film, j'ai bien aimé. Donc c'est ce qui m'avait donné envie de lire le livre, mais trop lourd pour moi. Trop lourd, trop de descriptions. J'ai eu aucune affection pour le personnage de Jean-Baptiste Grenouille, vraiment. J'ai trouvé ça excessivement long. J'ai pas du tout eu ce truc, comme beaucoup de gens ont, de réussir à vraiment s'imaginer, justement grâce à la description, s'imaginer les odeurs, tout ça. Vraiment, dès le début du livre, quand Jean-Baptiste est confié à Pierre-Paul Jacques, parce que je sais plus, je crois qu'il va chez un curé, chez une nourrice, chez machin, c'est long. Je m'en suis arrêtée au moment où il demande au parfumeur de travailler avec lui, je crois que c'est Baldini, je n'en pas du tout sûre, désolée, parce qu'il y en a plusieurs dans l'histoire, mais vraiment non, j'ai pas réussi, donc enfin vraiment je me suis forcée, et au bout d'un moment j'ai dit bon, c'est bon, j'arrête le massacre ici. Donc écoutez, pas mon délire, dommage, Écoutez, c'est la vie, on va pas forcer. Et bien écoutez, voilà pour mes livres du mois de mars 2025. Encore une fois, j'ai essayé un peu de varier tous les styles. J'espère que les résumés et descriptions vous auront plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Je prends en compte tout ce que vous me dites. J'ai fait déjà un petit listing de tout ce que vous m'avez conseillé, mais comme vous le savez, j'ai une pile à lire énorme. Donc je me dis heureusement que je ne travaille pas en ce moment, comme ça je peux beaucoup lire. Mais écoutez, ça me fait toujours autant plaisir de vous parler des livres. Donc n'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à me suivre sur Instagram si le cœur vous en dit. Il est dans la description de cette vidéo. Et écoutez, je vais vous tourner à la suite de cette vidéo la vidéo film. J'espère qu'elle vous plaira également. Et écoutez, au mois prochain pour la prochaine vidéo livre. Salut!